Cette conférence-ci, je l'ai montée aujourd'hui spécifiquement pour vous. Le mois de l'histoire des Noirs. Okay? La conférence s'inscrit dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Et je dois être honnête avec vous. D'entrée de jeu, j'ai un amour-haine pour le mois de l'histoire des Noirs. J'ai un amour-haine puisque le mois de l'histoire des Noirs, ça dure un mois dans l'année. Moi, je suis noir à la longueur d'année. Il y a quelque part où est-ce que, pour moi, le mois de l'histoire des Noirs ne doit pas devenir un fourre-tout. Quand on veut faire quelque chose au sujet des Noirs, faisons-le en février. Ma relation amour-haine, elle est là principalement. De savoir qu'il y a un mois où est-ce qu'on peut mettre en valeur, mettre à l'avant-plan les réalisations de personnes qui me ressemblent, je trouve ça incroyable. Malheureusement, en mon sens à moi, ça se passe trop souvent juste en février. Donc, quand on me l'a proposé dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, j'ai eu une petite hésitation parce que je ne voulais pas faire partie de ça. Mais en même temps, pour moi, c'était une occasion de prendre le micro et de donner un certain message. Un message que je souhaite qui dépasse le mois de février. Qu'on entende parler en mars, qu'on entende parler en avril, que ça devienne normal qu'en septembre, on puisse présenter quelqu'un qui me ressemble. Mon amour-haine avec le mois de l'histoire des Noirs, je vous la partage parce que je sais qu'elle est partagée par d'autres. Donc, juste de garder ça en tête, c'est de savoir que, oui, aujourd'hui, on fait partie du mois de l'histoire des Noirs. Mais des gens qui me ressemblent, ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est 365 jours par année. Je veux commencer avec quelque chose d'un peu différent. Okay? On n'est pas dans un TED Talk ici. Okay? Je vais me présenter un petit peu tantôt, puis vous allez comprendre que moi, je suis un peu différent. Okay? De là le titre, Mouton noir. Je vois les choses un peu différemment, je pense un peu différemment, parce que je suis le produit de mes environnements. Ce que je veux présenter ici, c'est un clip audio qui s'appelle « Tout recommencer », produit par Hoodstock, un collectif d'artistes, plein d'artistes, hip-hop, que moi j'appelle des poètes des temps modernes, des poètes urbains. C'est des gens qui sont rassemblés et qui ont fait un message en plein temps de COVID. Au mois de décembre, cette chanson-là est sortie suite à toute la notion de la brutalité policière qui s'est passée suite à George Floyd. C'est des gens d'ici, des gens du Québec, qui portent un message et qui le répètent à nouveau dans ce clip audio. Et j'ai eu le débat interne de savoir, ce vidéoclip-là est tellement incroyable, j'aurais envie de présenter le vidéo. Mais en même temps, pour l'instant, ce que je souhaite, c'est qu'on se concentre sur les paroles. Les paroles de gens qui parlent pour beaucoup d'autres mondes. Des paroles qui ont été dites dans le passé depuis des années et qui emmènent avec des métaphores, avec des exemples, avec toutes sortes de choses pour repasser le message où est-ce que tout était arrêté, c'était la pandémie et, je vous le répète, en lien avec la brutalité policière puis tout ce qui peut se passer autour de l'enjeu du racisme. Donc, un petit vidéo. Si c'était vrai, est-ce qu'on pourrait nous arrêter? Est-ce qu'on pourrait se mettre ensemble afin de tout recommencer, yeah. Si c'était vrai, est-ce qu'on pourrait se rassembler? C'est pour ça nous rassembler. Est-ce qu'on accepterait nos erreurs et on fait tout recommencer, yeah. Tu viens au monde et tu te demandes pourquoi j'ai tant d'ennemis. L'esclavage, le colonialisme et maintenant les pandémies. Le virus, racisme systémique masqué. L'ironie qui s'en prennent à ceux qui prient dans les mosquées. On jure que par leur cure, on paye les lobbyistes. Les trolls qui te contrôlent, les moutons obéissent.
pas d'accès aux ressources de la santé publique. En première page, il parle de celui qui a lancé une brique. Pourtant, le peuple est uni, point en l'air, BLM. Ça concerne tout le monde, hashtag TLM. Ils ont trafiqué nos cartes, ils disent good luck. Mais on prospère comme Will, shout out à Hoodstock. Pour 3 points dans ma ville, shout out à Fabrice. Shoot mon histoire dans l'abysse, shout out à Webster. Presque déconfiné de la fresque. Mais est-ce que le peuple peut vivre sans la pressure cauchemardesque? Yes sir. Est-ce qu'on pourrait nous arrêter? Est-ce qu'on pourrait se mettre ensemble afin de tout recommencer, yeah. Si c'était vrai, est-ce qu'on pourrait se rassembler? Est-ce qu'on accepterait nos erreurs et on fait tout recommencer, yeah. Si je reste loin de la police, c'est pas à cause du Covid. Y'a toujours de quoi qui cloche quand on se promène en bolide. C'est fou. C'est cette et noir, y'allume ses gyrophares. Conseil d'amis, reste chez vous, faut pas sortir le soir. Car l'équipe canine n'aime pas la mélanine. T'es un peu si ta copine elle s'appelle Mélanie. Wow, lâche pas, pense à la Ferrari. On est ensemble, on recommence, c'est le temps de changer nos vies. À cause d'un badge, ils se permettent de faire des trucs qu'ils sont pas censés faire. La tête enflée comme si qu'il manquait d'air. Gardez le pistolet serré, sortez les menottes. Tellement que vous abusez, même les citoyens se révoltent. Évitez la violence, pas assez, changer la méthode. Pandémie ou pas, on n'est pas mal, on fout le désordre. Mon code vestimentaire, c'est juste un décor. La goutte de trop que la popo met dans le pot BDF, ça déborde. Si c'était vrai, est-ce qu'on pourrait nous arrêter? Est-ce qu'on pourrait se mettre ensemble afin de tout recommencer, yeah. Si c'était vrai, est-ce qu'on pourrait se rassembler? Est-ce qu'on accepterait nos erreurs et on fait tout recommencer, yeah. Et wesh, ton bac efficace, on se protège avec un masque. Même si la vie reprend son coup, on reste prudent et raisonnable. Ensemble, on est la force, yeah. 6 pieds, c'est la distance, yeah. On fait ce qu'il faut, rien de sorcier. Next thing you know, c'est du passé. On n'oublie pas tous ceux qui ont perdu la vie. Au front tous les jours pour sauver des vies. Y a pas de justice sans égalité, faut qu'on s'unisse. Solidarité, Dieu nous bénisse. Ce qui se passe est réel, mon ami, c'est pas un film. Ils sont jaloux du succès, ils pensent qu'on vend de la cocaïne. On se pas respecter même avec les disques de platine. L'union fait la force, je suis un enfant de Dessalines. Garde un point dans les heures, je suis sur le track avec mes frères. Dans la musique c'est une job, je veux juste que ma mère soit fière. Woodstock, ça sort que le message passe, je m'assure que ce soit clair. On prend les devants quand ça compte, c'est nous les jeunes leaders. Si c'était vrai, est-ce qu'on pourrait nous arrêter? Est-ce qu'on pourrait se mettre ensemble afin de tout recommencer, yeah. Si c'était vrai, est-ce qu'on pourrait se rassembler? Est-ce qu'on accepterait nos erreurs et on fait tout recommencer, yeah. Dis-moi si c'était vrai. Est-ce qu'on pourrait se rassembler? Ce qui pourrait nous arrêter? Oh, dis-moi si c'était vrai. Est-ce qu'on pourrait se rassembler? Ce qui pourrait nous arrêter? Oh, Si c'était vrai, est-ce qu'on pourrait nous arrêter? Est-ce qu'on pourrait se mettre ensemble afin de tout recommencer, yeah. Si c'était vrai, est-ce qu'on pourrait se rassembler? Est-ce qu'on accepterait nos erreurs et on fait tout recommencer, yeah. Si c'était vrai, est-ce qu'on pourrait nous arrêter? Si c'était vrai, est-ce qu'on pourrait se rassembler? Si c'était vrai, est-ce qu'on pourrait nous arrêter? Si c'était vrai, est-ce qu'on pourrait se rassembler? Pour moi, beaucoup de choses là-dedans. Beaucoup de choses qui viennent me chercher. Mon but ici n'est pas de faire la critique de ça. OK? Mais je voulais que vous entendiez le message qui sont dits par ces poètes. Vous les avez lus. Le vidéo, il est là, il est sur YouTube, il est disponible. Je vous invite à aller le voir. Chargé visuellement. Plein de choses qui se passent que tu veux l'écouter souvent, tu vas toujours voir quelque chose de nouveau. Je suis tombé heureusement sur une vidéo de Fred Bastien qui fait l'analyse de tout ça. Donc, je vous le mets là. Si vous êtes curieux, si vous êtes intéressé d'aller le voir, je vous passe l'information. Moi, ce qui est plus important pour aujourd'hui, c'est ce refrain-là. Marco Volsi, pour ceux qui ne le savent pas, un ancien étudiant athlète, quelqu'un qui a joué au basketball au Collège Montmorency.
maintenant artiste. Mais ce couplet-là, si c'était vrai, est-ce qu'on pourrait nous arrêter? Est-ce qu'on pourrait se mettre ensemble afin de tout recommencer? Quand je montais cette présentation-ci, dans le mois de l'Histoire des Noirs de Québec, c'est ça la thématique cette année. Rebâtir ensemble. Et pour moi, ce qu'on retrouve dans cette chanson, c'est exactement la thématique qui est proposée cette année. Rebâtir ensemble. À différents moments dans la chanson, si c'était vrai, on réalise qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. On réalise qu'il y a quelque chose qui a été fait d'une certaine manière et il faut tout recommencer. Rebâtir, pour moi, ce n'est pas rénover. C'est de mettre par terre et dire qu'il faut recommencer. Il faut rebâtir ensemble. Donc, la thématique, je la trouve parfaite d'une certaine manière. La rectrice de l'Université Laval, Mme Damour, pour ceux qui ne la connaissent pas, dans son message, j'ai sorti 5 petits bouts. Okay? Et mon but, dans tout ce que je vais dire aujourd'hui, ça se fait d'une bonne place. Okay? Je ne sais pas les mots que je vais utiliser, mais ça se fait d'une bonne place. Ça se fait avec les meilleures intentions pour avoir le meilleur impact. Et ici, Mme Damour, elle dit « Unir pour une société plus équitable ». Elle parle de construire un avenir plus inclusif. Et vous voyez que j'ai souligné le plus. Parce que pour moi, on veut une société équitable. On veut un avenir inclusif. Pas plus. On veut une société équitable et inclusive. Pour moi, le plus, il est trop. Quand on parle, quand Mme Damour parle, et elle dit « Il reste du chemin à faire pour s'affranchir du racisme systémique qui entraîne l'exclusion et réduit les chances de réussite des personnes marginalisées », elle parle de l'égalité des chances. Et ça, on va le couvrir éventuellement, mais pour moi, ça, c'est hyper important dans son discours. Elle dit ensuite « On va présenter différents modèles et favoriser l'ouverture à l'autre ». Ça encore là, c'est la pierre angulaire de réussir à bâtir ensemble, de s'ouvrir vers l'autre. Pour moi, le chemin qui est à faire ne se fait pas de manière structurelle et dans des plans de travail. C'est un contact humain qu'il faut, parce que c'est un problème humain. Et le dernier point que je veux soulever ici, elle dit, elle souhaite que le mois de février 2022 permette de nous rapprocher, nous comprendre et mieux de vivre ensemble. Ça, je vous l'ai dit d'entrée de jeu, c'est mon malaise. Je ne veux pas que ça soit le mois de février 2022. Et je suis certain que Mme Damour, elle le fait avec toute la bienveillance du monde, ce message-là. Mais je veux le souligner parce que moi, c'est ce que je capte dans le message. Puis je me dis non, il y a des petits bouts là, que ça ne fonctionne pas. Et c'est pas que Mme Damour veut mal faire. Je suis certain qu'elle veut bien faire. Je suis certain qu'il y a un paquet de gens qui veulent bien faire. Okay? Mais je trouvais important de le souligner parce que Mme Damour est au top de la pyramide. Comme vous, étudiants athlètes, vous le serez un jour dans différentes organisations. C'est de porter une attention des fois à certaines petites choses ou écouter des gens puis les inclure dans des conversations qui vont faire en sorte qu'on va réussir à avancer et bâtir plus vite ensemble. Okay? À Montréal, on parle d'honorer le passé et inspirer le futur. Bien, dans les modèles, puis Glenn, merci pour les beaux mots. Moi, je ne me suis jamais considéré comme un modèle. Avec le temps, avec des conversations, bien, je me dis, tu sais quoi, je pourrais le devenir. Je suis rendu là que je me dis, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour contribuer? Bien, je vais être un modèle d'une certaine manière. Donc, ça, le mois d'Histoire des Noirs à Montréal, le bout inspirer le futur, moi, c'est venu me chercher. Puis je me suis dit, ben, tu sais quoi, je veux faire partie de ce mois d'Histoire des Noirs-là. Parcours de mouton noir.
Je suis certain, comme plusieurs, vous avez vu le titre et vous êtes dit « Ah, ben c'est un noir à travers des blancs, ça doit être ça le thème. » Oui, mais non. La métaphore, ça désigne une personne qui est considérée comme marginale dans un groupe. Et à travers la conférence que je vais faire aujourd'hui, bien, vous allez comprendre un petit peu plus qu'est-ce que je veux dire par un parcours de mouton noir. Parce que j'ai été un parcours de mouton noir dans toutes sortes d'environnements. J'ai souvent dit, je suis un éternel incompris. Et cette conférence-là m'a permis de mieux comprendre pourquoi. J'ai fait ce travail-là d'introspection pour être ici aujourd'hui, mais je me considère encore un éternel incompris, mais maintenant je comprends un petit peu plus pourquoi. La conférence que je propose aujourd'hui n'est pas un cours d'histoire. Okay? Si vous voulez les historiens, je ne suis pas la bonne personne pour vous. Allez voir Webster, allez voir Franz Voltaire, un historien. Okay? Moi, je ne suis pas cette personne-là. Moi, ce que je propose aujourd'hui, c'est à travers mes lentilles, de mon côté de la table, j'ai vécu des expériences. Des fun et des moins le fun. Et comment je vais vous amener ce message-là, c'est important pour vous, pour nous, que vous veniez vous placer de mon côté de la table, d'avoir mon point de vue. Parce que sinon, ça se peut que je dise des choses qui vont choquer. C'est ce que je fais depuis longtemps. Je ne changerai pas. Mais, si vous vous placez à côté de moi, puis vous vous dites, OK, il dit ça à cause de ses expériences, laisse-moi comprendre le pourquoi. Quand vous allez vouloir vous positionner n'importe où autour de la table, vous allez avoir cette perspective-là qui va nous permettre d'avancer ensemble. Donc, je le répète, j'ai aucune idée de ce que je vais dire aujourd'hui. J'ai des diapos. Ça va sortir comme ça va sortir. OK? Mais ça vient d'une bonne place. C'est important, là. Je ne le sais pas. OK? Mais, ce qui est important, ce qui est plus important, placez-vous à côté de moi pendant que je parle. Pas en face. C'est ça le deal. Donc, le gars qui, selon le soleil, j'occupe l'emploi de mes rêves. C'est ce que l'article dit. 5 fois champion de la Coupe Vanier. Oui, responsable des sports de l'année il y a quelques années. Je me suis honnêtement demandé pourquoi moi. Qu'est-ce que j'avais à raconter? Ben, je vais reculer dans le temps, puis la personne à gauche, moi je suis le clown de gauche, là. Hein? Vous avez compris ça? OK? Donc, j'ai été joueur ici pendant 5 belles années, entraîné aussi pendant quelques années. On va remonter encore plus tôt à mes débuts, à l'époque que j'étais cute. Donc, vous voyez avec ma mère. Puis, je veux faire un dernier avertissement avant que ça parte. Ce que je dis aujourd'hui, ça n'engage que moi. Okay? C'est mes expériences, c'est mes opinions. Je ne parle pas pour tous les Noirs. Je n'aurai jamais cette prétention-là. De la même manière, quand je parlerai des étudiants athlètes, je ne parle pas pour tous les étudiants athlètes du Rouge et Or, je ne parle pas pour tous mes coéquipiers. Je présente mon histoire, ma perception. Mon expérience est unique, puis je ne dis pas ça parce qu'elle est spéciale. Je dis ça parce que c'est l'ajout de toutes sortes de petites choses qui m'ont fait voir la vie d'une certaine manière. Puis ce que je souhaite, c'est de livrer un message peut-être à des gens qui me ressemblent ou qui ne me ressemblent pas, qui ont eu peut-être des expériences similaires aux miennes, ou qui vont comprendre et être assez empathiques pour dire « OK, wow, ça ne fonctionne pas. Comment que je peux contribuer que ça soit mieux? » Mon coach, Justin Etier, commentateur offensif ici, il nous disait tout le temps, Dwayne, quand tu vas dans une conférence, si tu retiens une seule chose, ça a valu la peine. Je vous donne le défi de retenir 2 choses. 2 mots-clés. Okay? La différence et la confiance. Et pour moi, la différence, c'est beau. La différence, c'est quelque chose qui existe. De dire qu'on ne voit pas la différence, c'est faux. La différence, c'est beau, elle existe, il faut être capable de la nommer.
La confiance, pour moi, il y a une relation avec cette différence-là. Il y a des gens qui m'ont donné confiance, il y a des situations qui m'ont donné confiance, il y a des gens, à cause de la différence, m'ont enlevé de la confiance. Ça, pour moi, quand je faisais l'exercice, je me disais, s'il fallait que je me définisse aujourd'hui en deux choses, c'est la différence et la confiance. Donc, c'est les deux mots que je vais tenter de ressortir à travers différentes expériences, mais gardez ces mots-là en tête. Donc, mon histoire, elle débute. Ma mère immigre en 1951. Donc, il y a combien d'années? Non, elle est née en 51. Elle immigre en 71. Petite différence. Donc, il y a 50 ans. Elle immigre. Une petite île, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, dans les Antilles, le plus au sud. Il y a une petite île de 110 000 habitants, la perle des Antilles. Elle s'en vient à Montréal dans le but d'offrir à ses futurs enfants une meilleure vie. Comme beaucoup de gens issus de l'immigration, les parents sont partis de où est-ce qu'ils étaient, une terre accueillante ici au Québec pour offrir à leurs enfants, leurs familles, leurs futures familles, une meilleure vie. Ils veulent nous placer sur le fil de départ pour qu'on puisse partir notre vie par la suite. Déménage à 5 ans du quartier Côte-des-Neiges vers le quartier Centre-Sud. À Montréal, le quartier Côte-des-Neiges, pour vous peindre une image, c'est un peu l'ONU. Okay? Il y a des gens de partout. Ça parle principalement anglais. Donc, ma mère, unilingue anglophone, est dans un univers où est-ce qu'elle arrive à se retrouver pendant mes 5 premières années de vie. Déménage dans le quartier Centre-Sud. Quartier Centre-Sud, il est près du métro Berry. Donc, près du centre-ville, un quartier ouvrier à l'époque. À l'époque, c'est un des quartiers les plus pauvres au Canada. Pas à Montréal, là. Un des quartiers les plus pauvres au Canada. Okay? Un quartier où est-ce que, majoritairement blanc, mais il y a quand même des gens issus de différentes places dans le monde, ce qui est représenté par des petits bonhommes de couleur. Métro Berry, si vous êtes déjà allé dans ce coin-là, non trop loin, il y a le métro Baudry, le quartier gay. Et ça, pour moi, vers 5-6 ans, c'est là que je deviens juste assez lucide pour me rappeler de certaines choses. Avant 5 ans, je ne me rappelle rien à Côte-des-Neiges. Et quand je fais le travail de réflexion, je me rends compte que c'est là que je vois la différence pour la première fois. Je vois la différence entre notre quadrilatère, on habite dans un HLM, un ghetto, puis quand on sort de notre quadrilatère, ça devient déjà plus blanc. Il y a des gens issus de l'immigration un petit peu plus loin à quelques rues, mais chez nous, encore là, il y a des gens qui viennent du Pakistan, de la Chine, des Latinos, de partout, des Haïtiens. Mais quand on sort un petit peu plus loin, la dynamique est différente. Donc, on reste souvent dans notre ghetto, dans le hood. Pour une raison que je n'ai jamais trop compris, ben, les gens sont souvent moqués à l'époque, là. La communauté LGBTQ, ce que c'est aujourd'hui, on est à un monde de ce que c'était au milieu des années 80. Mais moi, cette différence-là ne me dérangeait pas. Je n'ai pas souvenir de m'être moqué de cette communauté-là. Pour moi, tout le monde était juste différent, puis tout le monde était juste bien correct comme ça. Donc, quand je remonte dans le temps, quand je remonte dans ma tête, je me dis, ben moi, cette différence-là, je la trouve correcte. Puis ça m'a suivi à plusieurs places dans ma vie. Je continue ma jeunesse. Encore cute. Ça ne dure pas longtemps, OK? Je vais à l'école Le Plateau. Donc, ma première année, je vais à une école qui est autre, un petit peu plus loin dans le plateau Mont-Royal. Et à la deuxième année, suite à un test de musique, je suis accepté à l'école Le Plateau, qui est une école à concentration musicale, de musique classique. Il y a des enfants qui proviennent de partout à Montréal, qui sont choisis dans les différentes écoles primaires en première année. C'est une école de la 2e à la 6e année. Et moi, je suis choisi.
Et ma mère, ça fait son bonheur. Parce que cette école-là est drôlement plus proche que l'autre qu'elle m'envoyait avec ma voisine qui allait au collège Rachel, qui n'était pas trop loin. Donc, elle se dit, Dwayne, tu t'en vas apprendre la musique et tu vas pouvoir marcher pour aller à l'école. Donc, elle, mère monoparentale, là, c'est un win. Okay? Moi, quand je vais à l'école, vous rappeler que j'habite dans un HLM. Je viens du ghetto. J'ai mon monde. Je m'en vais en haut de la côte, dans le parc La Fontaine, et je suis le seul noir dans l'école, d'environ 500 étudiants, 500 élèves. À ce moment-là, je comprends vraiment qu'il y a deux mondes. Je comprends qu'il y a le monde chez moi et je comprends qu'il y a le monde à l'école. Et je me rends compte que ces gens-là ne savent pas l'existence l'un de l'autre. Ça, c'est dans ma tête. Je me dis, ceux qui habitent dans les HLM, ils ne savent pas qu'il y a du monde la fin de semaine qui vont dans des chalets. Je ne savais pas c'était quoi un chalet, mais tout le monde y allait. Moi, je n'avais pas de chalet. OK? Ils parlaient de choses que j'avais aucune idée de quoi qu'ils parlaient. Puis je me disais, Dwayne, tente de te fondre dans la masse. Dis rien, écoute, fais ton bout de chemin. Ça, c'est le mindset dans lequel je suis à partir de ma 2e année, pas mal jusqu'à ma 6e. Je suis beaucoup plus oui que je parle, parce que je ne veux pas qu'on me découvre. Mon adolescence maintenant. L'inscription se fait de manière automatique de l'école Le Plateau vers l'école Joseph-François Perrault. Donc, je n'ai même pas besoin d'emmener de papier à ma mère. Je t'ai inscrit à l'école secondaire. Ma mère, elle n'aurait pas pu lire les papiers en français. Bien, j'ai décidé que je m'en allais à cette école-là. Je vais continuer la musique. Cette école-là est située dans le quartier Saint-Michel. Quartier Saint-Michel, un quartier où est-ce que beaucoup de gens issus de l'immigration. Donc là, on tombe dans une école secondaire d'environ 1600 élèves. Et à l'intérieur de l'école, ben, c'est comme s'il y a une portion de musique classique. Et le reste de l'école, c'est des étudiants au régulier. Vous comprendrez une fois de plus que je suis le seul noir du côté de la musique. Donc, les deux univers que je vivais au primaire, il fallait que je monte ou je descende la côte. Là, maintenant, je rentre dans une école et je suis le seul noir du côté musical dans le bloc A. Et quand on a un cours de français dans le bloc C, c'est quelque chose. C'est quelque chose pour moi. C'est quelque chose pour mes amis aussi. Parce qu'eux autres, c'est différent pour eux. Puis à quelques moments, j'ai ressenti qu'ils étaient drôlement plus à l'aise de marcher avec moi pour se rendre au cours de français. Je ne sais pas pourquoi. Mais cette dualité-là, moi, je l'ai vécue où est-ce que je me disais, je me sentais un peu comme un blanc. Bien malgré que j'étais dans une école où est-ce que je croisais des gens qui me ressemblaient drôlement plus, bien, à chaque fois que je les croisais, ils me ressemblaient, mais je me sentais différent. Donc, cette différence-là a eu un impact sur moi aussi. Dans ces âges-là, j'ai commencé à faire du sport organisé, au hockey, au baseball. Le hockey, devinez si je suis le seul noir. Oui. Au baseball, un petit peu. Encore la minorité, mais un petit peu. Ce que j'ai retenu, par contre, ce que j'ai compris, c'est qu'au hockey, pour moi, c'est un peu la porte d'entrée où est-ce que les gens qui me connaissaient, il y avait cette ouverture-là. À aucun moment, j'ai souvenir qu'un de mes coéquipiers m'a traité différemment. Et ça, pour moi, c'est capital dans le message que je souhaite livrer. Mes coéquipiers, des gens qui me connaissent, ont toujours été corrects avec moi. Est-ce qu'ils savaient que j'étais noir? Oui. Est-ce que des fois, ils me disaient que j'étais noir? Oui. Mais toujours correct.
À la limite, dans le sport, le moment que j'ai vécu des choses moins le fun, des micro-agressions, des petits messages moins le fun que je ne voulais pas t'entendre, mais que je laissais aller parce que je me disais, hey, qu'est-ce que tu veux que je dise? Ben, c'était les gens qui ne me connaissaient pas. C'était les gens des autres équipes. C'était des gens, des fois, qui étaient dans l'école, puis que je côtoyais moins ou que j'étais moins ami avec eux. Mais le sport, pour moi, dès ces jeunes âges-là, les gens qui me connaissaient, ils étaient cool avec moi. La différence ne les dérangeait pas. Puis on va y revenir un petit peu plus tard. On continue. Et là, je suis loin de mon violon avec mon petit cardigan brun, là. Hein? Rendu un jeune adulte, et je vais au Cégep du Vieux-Montréal, qui est non trop loin de où est-ce que j'ai grandi. Donc, dans le même quartier, pour moi, le Cégep du Vieux-Montréal, c'était l'enseignement supérieur. Pour moi, mon objectif quand j'étais petit, c'était de sortir du hood. Je voulais réussir dans la vie. Et ça passait, comme ma mère me le disait, par avoir un diplôme. J'arrive au cégep et de toutes mes amies qui ont mon âge dans le quartier que j'ai connu, je suis le seul qui arrive à temps au cégep. Moi, pour moi, je vois la lumière au bout du tunnel. Je me dis, finalement, je vais être une réussite. Il me reste quelques années à faire. Je vais pouvoir avoir un diplôme, je vais pouvoir avoir un emploi, je vais pouvoir être quelqu'un de bien dans la vie. Donc, ma première année d'études, j'étais en technique administrative, parce que si tu veux faire de l'argent, tu t'inscris en quoi? En administration. Hein? Simple de même. Je commence la technique administrative, ça va bien, somme toute bien. Je passe des cours, 1 ou 2 échecs. Et vient le moment où est-ce que, à ma 2e année, j'ai la brillante idée d'accrocher quelqu'un qui avait un chandail des Spartiates sur le dos. Son nom, Yannick Ortiz, un de mes grands amis aujourd'hui. Je ne le connais pas. J'ai dit, tu joues au foot? Oui, j'aimerais ça. J'ai jamais joué au foot de ma vie. Mais avant ça, j'ai joué au hockey, puis j'ai joué au hockey midget 2B. Parce que mon coach de baseball avait eu la brillante idée de me faire croire que je serais capable de jouer au hockey contact. Je l'ai écouté, juste pour y faire plaisir. J'ai dit, je vais aller faire le camp. Mais après ça, je retourne jouer dans le midget A. Finalement, j'aime un petit peu la compétition. Je me rends compte que, OK, je me fais frapper, je tombe, je me relève. Je tombe, je me relève. C'est ce que j'ai toujours fait dans la vie. Il me dit, Dwayne, tu as fait l'équipe. Est-ce que tu restes? Puis j'ai dit oui. Parce que pour moi, c'était de dire, je veux jouer au meilleur niveau que je suis capable. Puis à cette époque-là, tu sais quoi? C'est le midget 2B. Puis dans le midget 2B, devinez quoi? C'est moi le goon. C'est moi qui frappe tout le monde. Du haut de mes 5 pieds 8, Glenn. Donc, rendu au cégep, je me dis, hey, c'est donc bien le fun de frapper du monde, je vais aller jouer au foot. Yannick Ortiz me sort du cours de muscu. Faites pas ça, sortez pas des cours. Okay? Mais il me prend et il me dit, viens, on s'en va voir le coach. Je vais voir le coach. Il me parle, il me dit, quelle position que tu veux jouer? La même que Deion Sanders. C'est le seul joueur de football que je connais. Okay? Moi, le dimanche, là, c'était la journée plate, c'était juste du foot puis du golf à la télé. Pas mal ce que j'aime aujourd'hui, ça. Hein? Mais c'était plate. Donc, je fais une pratique à l'intérieur, fais 2 pratiques, et je me rends compte qu'éventuellement, je ne suis plus un étudiant régulier, je suis un étudiant athlète. Et ça, les amis, ça change une vie. Être un étudiant athlète, c'est à partir de là que j'ai commencé à ressembler à ça. Okay? Je me découvre à travers un groupe, cette confrérie-là qui se crée dans le cadre d'une équipe de football, c'est quelque chose de spécial. On passe la journée ensemble à l'école, tu vas à tes cours ou tu n'y vas pas. Tu t'en vas pratiquer le soir, tu prends le métro, off-season, tu es à l'école,
tu t'en vas jusqu'au centre Claude Robillard, tu reviens un lundi parce que tu dois faire ta muscu. On passe beaucoup de temps ensemble et c'est là que réellement, moi, je me découvre à ce moment-là. Mais au départ, cette dualité-là que j'ai eue au primaire, cette dualité-là que j'ai vécue à l'intérieur d'une école secondaire, je la vis à nouveau au Cégep du Vieux-Montréal. Une grande concentration d'Haïtiens. J'arrive, je suis nouveau, je n'ai jamais joué au foot. Vieux-Montréal, c'est l'équipe, là. C'est l'équipe la plus titrée, c'est des badass. OK? Puis moi, je n'ai jamais joué au foot, puis je m'en vais jouer avec eux. Bonne idée, Dwayne. Mais quand je leur parle, comme vous l'entendez, moi, je parle joual. Parce que j'ai grandi dans un système francophone d'éducation, parce que ma mère a dit, toi, tu ne seras pas comme moi, tu vas être mieux, tu t'en vas à l'école en français dès la maternelle. Ma mère, unilingue anglophone. Quand j'arrive au cégep, ils me regardent et il y en a qui me le disent, ben, tu es un blanc, toi. Parce que la manière que je parle, beaucoup d'Haïtiens qui viennent de Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies, Saint-Michel, Saint-Léonard, et qu'eux, ils parlent créole entre eux. Ils parlent avec un certain accent raffiné, on pourrait dire. Ça, pour moi, confronté à dire, ouf, est-ce que je suis réellement noir? Parce que tout ce que moi, j'ai connu, c'est pas tant ce qui est là présenté devant moi. Donc, encore là, au début, je suis quand même refermé sur moi-même. Ça l'a changé, ça. Ça l'a changé à un moment, puis je vois exactement c'est quand le moment. C'est ça qui est spécial. Une pratique en gymnase juste avant ma 2e année. Donc, on est printemps 2000, au mois de février-mars. Et on fait une drill dans le gymnase. Et je m'en rappelle. Et à chaque fois que je le vois, cet ami-là, je lui rappelle. C'est un gars, gros bonhomme, 6 pieds 3. Il a une bourse d'études à l'Université Michigan. Et mes amis qui sont en ligne sont sûrement en train de rire présentement parce qu'ils savaient exactement à qui je parle. Puis c'est une drill où est-ce que j'attrape un ballon et il y a 3 personnes qui descendent. Puis leur but, c'est venir faire un plaqué. On n'est pas en équipement, donc ils doivent juste venir nous encercler à 3 et nous toucher. Et moi, innocent, j'attrape le ballon, puis je commence à courir vers lui. Petite feinte, je passe à sa gauche, et tout ce que je vois, c'est un paquet de monde qui se met à courir et me sauter dessus. Pour moi, ça, c'est le moment où est-ce que j'ai été accepté. Et ça a changé tout ce que je suis devenu par la suite. Des gens qui étaient là, que je côtoyais tous les jours, mais j'étais réservé parce que je me disais, je ne suis peut-être pas dans la gang. Ce moment-là, pour moi, c'est là que je réalise que j'ai été accepté. Ce qui est arrivé au gars, c'est qu'il est tombé. Okay? Il est tombé, il a essuyé le plancher. Emmanuel Casséus, je t'aime quand même. Mais ça, pour moi, c'est un moment important d'une certaine manière. Cette acceptation-là, où est-ce que je me voyais un peu blanc, là, c'est comme soudainement j'étais devenu noir. Par une simple action, par un jeu, par leur réaction envers moi, ils étaient tous sur moi à me dire « Bravo, félicitations, tu as fait quelque chose de bien ». Et mon sentiment d'appartenance a décuplé dès ce moment-là. La manière que je marchais, la manière maintenant que je parlais aux gens, je les niaisais. Ils vont après me découvrir. Le gars, il y en avait beaucoup dedans, là. J'en ai dit pas mal. Okay? Je vais me permettre une question très intéressante en chat. Pourquoi c'est à ce moment-là que tu t'es senti comme ça, si je traduis bien la question de M. Paul Saint-Villiers? C'était... Je vais réutiliser le terme l'ouverture. C'était leur approche. C'était de savoir que
Puis je le vois, là, je vois Alain Mathieu, là, que c'est lui que je vois vraiment devant moi, puis gros sourire. Cette réaction-là, je ne l'avais jamais eue. J'en ai fait du sport avant. Mais ça, pour moi, c'était spécial. C'était de savoir qu'il y a des gens qui t'encourageaient de la sorte quand tu n'es pas dans le groupe. Ils venaient de me rentrer avec eux dans le groupe, juste par cette réaction-là. Donc, c'est un peu ça la réponse, coach Saint-Vilien. Et dans cette équipe-là, il y avait un dénommé Félix Marois Blanchette. Et Félix et moi, on vient de 2 univers différents. J'y parlais très peu à Félix. Bonhomme qui jouait en ligne défensive. Moi, j'étais comme Deion Sanders, demi de coin. Et Félix, une fois de temps en temps, faisait un party chez eux. Puis j'y allais pas au début. Puis un jour, je décidé d'y aller. Et je vais à ce party-là. Bien le fun. Toute l'équipe est là. Donc, on n'est pas dans un 3,5. Et la soirée avance. Et éventuellement, sa mère revient. Pauline Marois. Et on s'approche de Mme Marois, qui est vice-première ministre à l'époque. Et elle commence à nous parler candidement. On est des Haïtiens et un gars de Saint-Vincent-les-Grenadines autour de Mme Marois et on sait c'est qui. On sait que la madame est en politique. Et elle commence à nous parler comme n'importe qui parle à n'importe qui. Tout à fait normalement, au même niveau que nous. Et elle me regarde et elle me dit « Toi, tu viens d'où? » Moi, je lui dis « Ben, ma mère vient de Saint-Vincent-les-Grenadines. » Elle fait « D'accord. » Elle dit « Vous venez d'où, vous? » Je la regarde, je ne comprends pas trop. « Vous êtes né où? » Ben, je suis né à Montréal. Donc, vous êtes Québécois. Et moi, de lui répondre « Non. » Ben, vous êtes né à Montréal, donc vous êtes Québécois. Madame Marois, non. Vous êtes quoi d'abord? Ben, je suis Montréalais canadien. La vice-première ministre. J'ai tout le respect pour Madame Marois. Mais ce que je réalise aujourd'hui, c'est que la première fois que j'ai été confronté à l'idée de l'identité québécoise, pour moi, ben, ces jours-là, j'ai compris que je n'étais pas québécois, que je l'ai verbalisé. Puis elle m'a dit, ben, tu peux-tu expliquer pourquoi? Et ma réponse, tout à fait honnête, ben, Madame Marois, quand j'ouvre le dictionnaire et je regarde le mot québécois, ce n'est pas ma photo à côté. Ce n'est pas moi que je vois dans le dictionnaire. Et mon ami René Pierre m'a dit, Dwayne, va-t'en. Et il a continué la conversation avec Mme Marois. Je me suis poussé. Aujourd'hui, je comprends ce que je disais. Et je le crois encore. Si on me demande aujourd'hui, malheureusement, je vais répondre que je ne suis pas québécois, bien malgré les annonces de notre gouvernement actuel. Pourquoi? Plein de raisons. La différence n'est une. Parce que trop souvent, pendant que ma construction identitaire s'est faite, on m'a signifié que j'étais différent. Et ça, il faut faire attention. D'aller dans ce qui nous ressemble rend l'intégration beaucoup plus facile. La différence, elle est belle. La différence, il faut savoir qu'elle existe. Mais d'approcher quelqu'un qui ne nous ressemble pas avec la différence fait en sorte qu'on se garde une distance. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? À travers mon parcours d'étudiant athlète, mon tunnel s'est soudainement rallongé. Parce que j'avais des amis, des coéquipiers, qu'eux s'en allaient
À cette époque-là, on s'en va aux États-Unis. NCA, c'est des bourses d'études. Puis si on restait au Canada, au Québec, on était un échec, là. Les choses ont évolué. C'est vraiment pas être un échec à être ici. Mais à l'époque, c'était notre mindset au Vieux-Montréal. Tu veux aller aux États-Unis. Donc moi, je veux aller aux États-Unis aussi, là. C'est ça qu'il faut faire. Donc l'idée de dire, je vais aller à l'université, ben, je la dois d'une certaine manière à mes coéquipiers de football. Parce que c'était ça la suite logique d'être un étudiant athlète. Puis mon parcours, il n'était pas parfait, là. C'était des hauts et des bas. Mon DEC, en sciences humaines. Peut-être que je voulais plus faire d'argent et être en technique. Mon DEC, je l'ai eu au bout de 5 ans. C'est long, hein, 5 ans pour un DEC, mais je l'ai eu. Ça m'a permis d'aller à l'université. Et soudainement, l'idée d'être une réussite passait maintenant par l'université. Et ça, je le dois au football, à mes coéquipiers, aux entraîneurs qui promouvoient ça, promouvoient le sport scolaire. Puis j'ai eu la chance de tomber dans un sport qui se fait au niveau du sport étudiant. Ça, c'est mon parcours au niveau cégep. Ce que j'ai compris également pendant mon parcours, c'est que mes deux univers, cette dualité-là que je vivais depuis le primaire, depuis le secondaire, au cégep au départ, c'est que notre projet de société, il est possible. Puis le football, pour moi, ce n'est la preuve vivante. C'est 50, 60, 70 garçons, un petit projet avec des objectifs communs, des gens qui arrivent de partout, qui ne se connaissent pas en début d'année et ont réussi à travailler ensemble malgré toutes les différences qu'on a, parce qu'on a des choses qui nous rassemblent. On a des choses sur lesquelles travailler ensemble. J'ai vécu 2 équipes de football comme joueur, au Vieux-Montréal et à l'Université Laval. 2 organisations complètement différentes. 2 environnements complètement différents. Mais c'est mission possible. Donc, la raison encore là que je prends le temps de parler, je m'investis à avoir des discussions avec des gens, parce que moi, je le sais que c'est possible. Beaucoup de gens le savent que c'est possible. Mais on n'y arrive pas depuis beaucoup trop longtemps. De se mettre ensemble, de jaser de ce qui nous ressemble, et ensuite jaser de nos différences, on va s'ouvrir à l'autre et on va être à l'aise de le faire. Est-ce que c'est l'image d'un violoniste? C'est ce que vous dites, hein? Ce gars-là a un diplôme d'études en musique classique. Voilà. Je viens à Québec. Glenn me recrute. Il me recrute, puis il me recrute, puis il me recrute. Puis il l'a dit d'entrée de jeu tantôt. Ça n'a pas été une décision facile. Moi, de quitter Montréal, dans ma tête, c'est la décision que je voulais prendre. Tout faisait du sens, là. La meilleure équipe au pays, les ressources sont incroyables, la foule est incroyable, le coaching staff est bon. Tout faisait du sens. Mais je partais de Montréal. Mais je devais partir de Montréal parce que mes amis à Montréal, ça va peut-être me nuire pour réussir d'avoir un diplôme universitaire. Mon train de vie à Montréal, la rue Saint-Laurent, je la connais. Je la connais le jeudi soir, le vendredi soir, le samedi soir. Le dimanche, j'étais tranquille. Puis je la connais le mardi aussi. Ça ne fonctionne pas avec l'objectif d'avoir un diplôme universitaire. Puis je le comprenais. Mais ça a pris un certain temps
Et il y a des gens qui me disaient, Dwayne, qu'est-ce que tu vas faire à Québec? C'est une ville de blancs. Ça, savez-vous quoi? Ça ne m'a jamais dérangé. Pourquoi? J'ai vécu ça pendant longtemps, là. Moi, être dans un univers où est-ce que je suis le seul noir, OK. Mais ça a amené des choses. Une dynamique qui est différente. L'Université Laval. Je rentre ici au bac en intervention sportive. Parce que moi, mon but dans la vie, c'est de devenir gestionnaire sportif. J'ai un bac en relations industrielles en passant. Okay. Mais à l'université, au terme de ma première année, je me fais mettre dehors du bac d'intervention sportive. Les hauts et les bas du cégep continuent. On retrouve une liberté, on est en appartement. Pas Grande Allée, c'est pas Saint-Laurent, mais on connaît quand même Grande Allée. Donc, je connais Grande Allée le jeudi, le vendredi et le dimanche. Puis, je connais Boulevard Hochelaga le lundi, le liquor store, le défunt liquor store. Ils ne savent plus c'est quoi cette jeunesse, hein? Donc, au terme de ma première année, j'ai mis des efforts mitigés et je me fais mettre dehors. Et il y a quelque chose qui se passe là à ce moment-là. Je vais voir Glenn avec une lettre. Puis ma première saison de football n'est pas incroyable de manière individuelle. On remporte la Coupe Vanier. De manière individuelle, je ne suis pas nécessairement heureux. Puis je suis un gars d'équipe. Mais, Dwayne, tu veux-tu encore faire 4 ans ici? Pas certain, au terme de l'automne. Je me fais mettre dehors. Là, je vais voir Glenn. Puis j'ai une idée que Glenn devait se dire, ouf, OK, Dwayne s'en va, là. Dwayne s'en va, puis ça se peut que ça soit compliqué après le Vieux-Montréal. Recruter au Vieux-Montréal, la puissance, oh my God. C'est ce que je me dis, c'est ce que je me fais croire, moi. Mais Glenn, quand je vais le voir, il me dit, je vais aller voir, Dwayne. Je vais tenter de te faire réadmettre. Ce move-là m'a donné confiance en Glenn. J'avais déjà beaucoup confiance. Mais de se dire, man, je suis à l'extérieur du bac, on m'a mis dehors, et lui il dit, OK, Dwayne, j'y vais. Il se lève, puis il part. That guy's got my back. J'ai confiance en ce gars-là, wow. Il va rencontrer une personne au bac, et la personne qui n'a jamais été mon prof pendant les 2 sessions, lui dit, ah, Dwayne, pas sûr que ça va fonctionner. Tu ne seras pas un bon coach. Glenn me raconte l'histoire, puis il me dit ça, puis c'est sûr, tu parles de la bonne personne? J'ai vu ce gars-là coacher une fois, il est encore au cégep, puis on parle du petit de 5 pieds 8, noir, là? Oui, oui, oui. Ah non, il y a des affaires. Ça ne fonctionnera pas. Glenn revient me dire ça, puis OK, Glenn, merci d'avoir essayé. T'en vas-tu, Dwayne? Non, je vais rester. You got my back. J'ai confiance en toi. Je vais rester. Ça, pour moi, c'est un moment encore là où est-ce que je me dis, cette personne-là que je ne connais pas apporte un jugement sur moi. Jusqu'à ce jour, je suis amer. Parce qu'il y a quelqu'un qui ne me connaissait pas, qui est allé expliquer à mon coach que je ne serais pas bon. J'ai de la misère avec ça. Je vais juste vous expliquer tout de suite. À la fin de ma 5e année, j'ai été embauché pour coacher ici. Ma première job de coach à temps plein, c'était à l'Université Laval. Toi. Mais c'est quelqu'un qui ne me connaissait pas. Je décide de rester, je fais ma 2e année. 2e année, belle année, gagne la Coupe Vanier encore. Je me rends compte que j'ai un petit problème mental, on gagne la Coupe Vanier, puis je suis fâché à cause que l'offensive n'a pas bien été. La game, elle a gagné quelque chose comme 7-1. Une game plate, là. Les gars en défensive étaient bien heureux.
Moi, je suis un peu fâché. Mais bon, belle deuxième année. Je continue mon parcours jusqu'à ma 5e. On gagne des games, on gagne des championnats. La vie est belle. Dernière année, père, on était à Halifax, super plate. Pas une belle game. Glenn, avant de rentrer dans le vestiaire, on débarque de l'autobus. Dwayne, viens me voir à mon bureau. Je suis comme, qu'est-ce qu'il me veut? Moi, ma carrière est finie, là. J'aimerais bien aller jouer pro. Vertically challenged. OK, Glenn, je vais aller déposer mon sac, je reviens. Je descends dans son bureau. Dwayne, je veux que tu restes à Québec. Comprenez que pendant le ride d'avion, là, je me disais déjà, bah, OK, je vais terminer mon bac puis je rentre à Montréal. Lui, il est en train de me dire, Dwayne, je veux que tu restes à Québec. Je veux que tu coaches pour nous et tu termines ton bac la prochaine session. Il y a une job à temps plein qui t'attend. That guy's got my back. Ce gars-là, fouille-moi pourquoi. La relation que j'ai avec Glenn part de ces éléments-là. Quelqu'un qui est venu me chercher à Montréal, me déraciner, me faire à croire que je partirais de Québec, les doigts pleins de bagues. Et ça a été fait. Ben, ce gars-là, il veut que je reste ici, puis il me donne des opportunités. Merci. Je te fais confiance, je reste. Donc, je coach ici. Pendant tout ce processus-là, il y a quelque part dans mon cheminement où est-ce que, vous comprenez là, le gars, il arrive d'un quartier défavorisé. La Fondation Maurice Tanguay vient en aide aux enfants à besoins particuliers. Moi, je n'ai rien que je peux leur donner à eux. Mais, ce que je peux donner, c'est de mon temps. Et il y a un moment où est-ce qu'on nous dit, c'est la fête de Noël, la Fondation, on aimerait savoir des gars du Rouge et Or, ben, je dis, go, moi j'y vais. Parce que ça, je peux donner ça à des gens qui en ont besoin. Cet événement-là a semé la graine pour plein de choses qui se passent jusqu'à aujourd'hui. J'étais la personne au secondaire qui ne voulait pas faire ses oraux. J'ai eu 0 dans un oral parce que je n'ai pas voulu aller devant la classe parler à mes amis d'un sujet X, genre les chimpanzés dans une jungle. Là. On sait c'est quoi les oraux au secondaire, c'est un peu n'importe quoi. Mais à ce moment-là, je monte sur la scène devant, pour moi, c'était le Palais des Congrès, il y avait juste beaucoup trop de monde. Je prends le micro, ça a l'air, c'est moi qui parlais pour le groupe. Je parle pour le groupe, je fais une job décente de toute évidence. Les gens m'applaudissent, ça ne doit pas être si mal. Mais ce que je vois surtout, c'est les enfants avec des yeux pétillants. Puis à ce moment-là, je me suis dit, ça ne peut pas être la dernière fois. Il y a des gens qui ont besoin d'aide et il faut redonner. La Fondation m'a donné cette occasion-là de découvrir cet aspect-là de moi. J'ai continué ensuite au Patro Rocamadour. Je voulais mettre en place une équipe de football. Quand j'ai une opportunité d'aller dans une école primaire, parler, j'y vais. Parce que je me rends compte que, ben, tu sais quoi, je peux être un modèle pour d'autres. Je peux être un moment d'espoir, quelque chose de le fun dans la journée de quelqu'un. Puis je me suis dit, why not? Ça, je l'ai appris pendant mon parcours également à l'université. La police. J'arrive ici, au niveau universitaire à Québec, dans une ville majorité blanche. Et à ma 2e année, vient un événement plate, pas si plate, à peine surprenant. Puis ça, c'est un peu triste. On part du PEPS, on s'en va sur la rue Miran, au Cactus, et on suit une belle camionnette, un Escalade. Coach Glenn est dans son auto. Nous, on est dans une auto bien normale, une Honda Civic noire, comme qu'il y en a 10 000 sûrement à Québec.
Et police stationnée. Et la police allume ce gyrophare. Qui arrête? La belle Escalade ou la Honda Civic avec des gens qui me ressemblent dedans? La deuxième. La petite voiture. Vous comprenez, on roule sur les chemins Sainte-Foy. Vitesse bien normale. On suit notre coach qui respecte toujours les limites de vitesse. Donc, on ne peut pas faire de la vitesse, mais on se fait coller. Et cette conversation-là, je l'ai eue avec Glenn. Lui, il sort de sa voiture parce qu'il se dit « Hey, moi, je suis avec eux, là, comme il n'y a rien de mal qui s'est passé. » Et il se fait demander gentiment de retourner dans sa voiture parce qu'ils ont besoin de nous parler à nous. Premier événement plate à Québec. Il y en a eu d'autres. Char du DAG, tout seul, traverse la rue, tranquille. Et un policier dans sa voiture avec son collègue me dit « T'es pas le gars que j'ai arrêté la semaine passée? Donne-moi donc tes pièces d'identité. » Malheureusement, ma langue s'est déliée, hein, moi, au fil du temps. « Monsieur l'agent, vous êtes sûr que c'est moi? » Et j'ai une conversation super respectueuse avec le policier. Au bout d'un bon 2 minutes, son collègue se penche et dit « Va-t'en donc, c'est correct. » Mais ça a quand même pris 2 minutes à jaser avec un officier. Dernier événement que je vous explique. En voiture, dans un bolide. On roule le chemin Sainte-Foy, cette fois-ci vers la pyramide, et on tourne à droite sur Néré-Tremblay. Et il y a une police qui monte. Sens contraire, nuit de la Saint-Jean, c'est tranquille Sainte-Foy dans ce temps-là. L'action est là-bas en ville. Et la police regarde et fait un U-turn. Comprenez qu'on n'a pas le temps de faire de la vitesse non plus, là. Mais on est habitué. Puis c'est ça qui est triste. On se fait coller, une fois de plus. Je suis derrière avec mon ami. Mes amis sont venus de Montréal pour fêter la Saint-Jean, parce que la Saint-Jean, ça se fête à Québec. Ultimement, après de la conversation, après moi qui enregistre sur mon téléphone HTC, je n'avais pas d'iPhone, il y a un policier qui menace de briser la vitre parce qu'il veut mettre en état d'arrestation le gars qui est à côté de moi en arrière. Ben, devinez quoi? Il l'a mis en état d'arrestation. Il l'a emmené plus loin. Il a fait faire un tour de char pas attaché. Il a même eu l'audace de donner une contravention. Mon ami, il a décidé qu'il se tenait debout. Il est revenu à Québec. On est allé en cours pour finalement voir qu'est-ce qui était écrit sur le ticket. Du gros n'importe quoi. Ça, c'est pas la police de Québec. C'est quelques personnes. Comme dans beaucoup d'organisations, il y a quelques personnes qui donnent un mauvais nom à l'ensemble. C'est vrai dans notre équipe de football et nous, on s'en occupait. Présentement, il est peut-être là le problème. Puis je parle de la police de Québec parce que je parle de mon expérience. Mais je suis sûr que c'est vrai à Montréal. C'est possiblement vrai dans plein d'autres villes. Puis c'est malheureux parce que je me pose réellement la question, quand est-ce qu'il y a des gens qui vont se tenir debout, leurs coéquipiers à eux, puis qui vont leur faire comprendre qu'ils donnent mauvaise presse à tout le monde. La majorité des policiers sont bons. J'ai des amis policiers, ils sont bons. Malheureusement, cette minorité affecte l'image de la police entière. J'ai des amis qui haïssent la police, mais la majorité sont bons. Moi, ce que je souhaite, s'il y a un policier qui écoute, s'il y a des gens qui sont en contact avec ces gens-là, c'est de leur faire comprendre, arrêtez, ça suffit. Il y a d'autres manières de s'y prendre. En termes de leader que vous allez être plus tard,
dans vos organisations. Il faut savoir reconnaître ces comportements-là qui nuisent à l'ensemble. C'est comme ça qu'on va rebâtir mieux. C'est comme ça qu'on va rebâtir ensemble. C'est mon portrait un peu au niveau universitaire. Parce que moi, l'histoire des Noirs, c'est pas juste du beau. Mon histoire, c'est pas juste du beau. Il y a le moins beau, puis c'est important de le dire. Mais il y a des solutions. Ces gens-là, j'ai parlé de Glenn déjà, Jacques Tanguay. Je ne sais pas pourquoi ils m'apprécient. Beaucoup. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont donné des opportunités, mais je l'apprécie beaucoup. Ça, c'est des gens qui ont affecté qui je suis aujourd'hui. C'est des gens qui font en sorte que je viens à Québec sur une base régulière. C'est des gens qui font en sorte que je vais changer mon horaire pour m'assurer d'arrêter sur Armand Villot puis d'aller dire bonjour. D'arrêter au PEPS puis de venir dire bonjour. Parce qu'ils m'ont donné confiance. Ils n'ont aucunement vu la différence. Ils l'ont sûrement vu, mais ils ne l'ont jamais fait sentir. Leur premier contact a été de vouloir savoir qui j'étais, pas à quoi je ressemblais. Et ça, elle est là la clé. Des personnes comme ça, pour moi, il y en a qui font ça pour d'autres. Ce que je souhaite, c'est de faire comprendre ça, de se dire que tout le monde a la capacité de donner confiance à quelqu'un d'autre. Et ça, dans mon parcours ici au Rouge et Or, quand je me lève le matin avec beaucoup trop de messages textes, parce qu'il y a ça dans le Journal de Québec puis le Journal de Montréal, je me dis, ça coûte de l'argent, ça. Une page entière comme ça coûte de l'argent. Ça me donne confiance. J'ai versé une larme, même quelques-unes de plus. Parce que je comprenais que ces gens-là m'appréciaient pour qui j'étais moi. Avec mes qualités et mes défauts. Avec mon franc-parler. Mais ils ont appris à connaître cette personne-là sans vouloir me changer, qui fait que moi aussi, je les apprécie beaucoup aujourd'hui. Ça, c'est d'autres personnes. Et encore là, ce que je veux mettre en image ici, que ce soit Pierre Monette, qui m'a donné ma première chance à faire du sport organisé. Qu'on lui a dit, il y a un petit noir qui est tout le temps au patin libre, qui patine bien, puis qu'on lui a demandé pourquoi il ne joue pas au hockey, c'est parce qu'il dit, il n'y a pas d'argent, emmène-le me voir. Il m'a équipé de A à Z, j'ai commencé à jouer au hockey. Je ne joue pas au hockey, je ne suis pas un goon. Pas un goon, je ne joue pas au football. Je ne joue pas au football, je ne suis pas ici aujourd'hui. Donc, Pierre Monette, je le remercie. René Beaumier, ma prof de violon au secondaire. Elle a décidé que j'étais le premier violon. Le premier violon dans l'orchestre, à cordes, c'est un peu comme le capitaine. C'est celui qui est assis en avant, à droite, du côté de la scène. Puis, quand la chef d'orchestre rentre, bien, tout le monde est levé, mais moi, j'ai une relation particulière avec cette personne-là. C'est moi le capitaine. Quand je suis allé la voir pour lui dire, je pense que ça ne devrait pas être moi. Parce que j'étais comme, ça ne peut pas être moi qui lead tout ce groupe-là. Puis elle m'a dit, non, Dwayne, ça va être toi. C'est un moment qu'elle m'a donné confiance. C'est Malek Volsi, mon premier coach de football, qui savait très bien que je ne faisais rien de bon au foot, que j'étais tout petit, mais il a dit, on le garde. Il a eu mon bac. Marc Santerre, mon coach au cégep, il a eu mon bac. Paul-Édith Saint-Vilien, mon boy, mon ami, il a toujours mon bac. C'est du monde qui me donne confiance. Jean Sexton,
prof en relations industrielles ici, à l'Université Laval, qui était. Il y avait l'idée folle que j'étais assez intelligent pour aller à la maîtrise. Puis j'ai dû lui dire non environ 5 fois avant qu'il lâche le morceau. Parce qu'il était persuadé que je devais faire une maîtrise. Vous comprenez que mon tunnel, moi, il était au cégep. Hein? Donc, à un moment donné, j'ai dit merci, M. Sexton. Non, je ne peux plus, là. Faut que j'aille faire autre chose. Mais il m'a donné confiance de croire en moi. Manon Boucher, qui était ma patronne au Ameublement Tanguay. Chaque fois que j'y parle, c'est comme si on n'a jamais arrêté de se parler. Elle me donne confiance. Elle m'a fait comprendre que j'étais bon sur le marché du travail, que j'avais une valeur. Michel Blanchette, de qui j'ai pris les rênes du programme à Montmorency, il m'a laissé son bébé en pleine santé. Il m'a dit, prends-le puis emmène-le plus loin. Ben, lui aussi m'a donné confiance. Alexandra Gauvin, qui est responsable des sports au Cégep de Lévis, avec qui j'ai souvent des bonnes discussions sur tout et rien au RSEQ, de voir comment on peut faire mieux pour les étudiants athlètes collégiaux, qui vont ensuite aller au niveau universitaire. Elle me donne confiance. Ces 9 là, il y en a d'autres. Dominique Sauvé, Mme Bouffis, c'est des gens que j'ai croisés une fois dans ma vie ou que je croisais à chaque semaine. Il y en a plein. Encore là, tout ce que je veux démontrer ici, c'est que vous pouvez donner confiance à du monde comme moi. Donnez confiance à la prochaine génération. Peu importe ce que tu fais, tu es capable de donner confiance à quelqu'un. Puis ça va changer sa vie. Mon histoire, on va la terminer ici. Marché du travail. Ça, c'est les nomades. Les étudiants athlètes au Collège de Montmorency. Ça a l'air d'une belle famille. Ça faisait environ 1 heure qu'ils se connaissaient. Pour moi, ça, c'est la solution au problème qui règne depuis trop longtemps. Du monde de partout. Du monde qui se connaissent à peine, mais ils ont trouvé quelque chose qui les unissait. C'est ça qu'il nous faut comme société. C'est ça, quand tu vas voir quelqu'un, c'est de trouver qu'est-ce qui est pareil entre moi et lui, moi et elle, qui va faire en sorte qu'on va tous être sourire comme ça. Ça, c'est ce qui me fait lever de bonne humeur à chaque matin, de savoir que je m'en vais travailler. Je me suis fait une petite lettre. Une lettre à mon moi. Je trouvais ça cute. Et je vais vous la lire parce que je veux m'assurer de pas trop me tromper et de dire les bonnes choses. Donc, ça va comme suit. Bien installé dans tes blocs de départ, prêt à partir pour vivre ta vie, tu apprendras, ailleurs que sur les bancs d'école, qu'il y a eu des actes et des événements malheureux du passé qui t'ont causé un certain retard dans cette course qu'est la vie. L'esclavage, la ségrégation, le redlining sont certaines tactiques utilisées pour désavantager les groupes provenant de tes communautés. Encore à la ligne de départ, tu réaliseras que des gens du même âge que toi auront eu un legs leur donnant un tour d'avance sur toi. Tu comprendras un peu plus tard que ce retard ne compte pas pour un tour, mais plusieurs, leur permettant d'avoir accès à certaines choses dont tu rêves et pour lesquelles tu es prêt à y mettre tous les efforts. Tu seras peut-être fâché, avec raison. Tu trouveras ça peut-être injuste, avec raison. Et viendra le moment
où tu pourras toi aussi prendre ton envolée, qui sera peut-être de courte durée avant que des forces extérieures ne viennent compliquer ta quête. Peut-être des éléments de discrimination, peut-être des obstacles à travers lesquels tu devras chercher à faire ton chemin sans trop ralentir. Peut-être même que l'on t'aura creusé un trou pour s'assurer que tu n'avances pas trop vite. Tu trouveras tout de même la force de surmonter ces obstacles comme d'autres l'ont fait avant toi. Même si ça peut sembler effrayant, tu te lanceras à l'eau puisque de l'autre côté se trouve un monde meilleur. Par moment, tu seras peut-être tenté de prendre un raccourci, un choix qui pourrait faire de toi qu'une autre statistique, avec les étiquettes qu'on appose sur les gens comme toi. Une autre statistique dans un système d'incarcération où il y a trop de gens comme toi. Pendant tout ce parcours, il t'arrivera de penser à arrêter, ne serait-ce le temps d'une pause. Et il se pourrait aussi qu'on te dise que tu ne peux pas arrêter ici, que tu dois t'en aller plus loin. Donc, tu continueras, tu puiseras en toi toute la motivation qu'il te faut pour te rendre là où tu veux aller. Mais encore, tel un pan, on pourrait se dresser devant toi et chercher à voir si tu n'as pas tourné les coins ronds ou tout simplement vouloir savoir qui tu es et comment ça se fait que tu es rendu là, quelque part où qu'on ne souhaite pas que tu sois réellement. Tu frapperas peut-être un mur pendant que d'autres capitalisent sur des opportunités et la force d'un réseau. Tu les regarderas avec envie de voir qu'ils ont eu le privilège d'être nés sous la bonne étoile. Ils se rendront au fil d'arrivée, chacun dans un corridor qui leur a été si stratégiquement attribué. Et l'histoire de cette victoire sera présentée dans tous les livres et tous les romans avec une certaine couleur bien à eux. Avec le temps, le narratif de ces histoires commenceront à changer. On pourra déterrer les faits. À l'ère des téléphones intelligents, on présentera éventuellement la course des autres points de vue. Filmés par tous, mis sur les médias sociaux, les iniquités seront dévoilées au grand jour, montrant le tort énorme vécu à ces communautés marginalisées. Et tu auras nouveau espoir qu'avec l'aide d'alliés, des gens qui te ressemblent ou pas, des gens qui ont une vie comme la tienne ou pas, des gens de confiance, des gens de bon cœur, des gens qui sont dans le fond différents, mais comme toi, que tu pourras toi aussi terminer ta course et voir comment on pourrait se rassembler et tout recommencer. Tout récemment, je suis finalement passé à l'action. Une idée qui était dans ma tête, que je partageais. Et aujourd'hui, je suis cofondateur d'un organisme qui s'appelle Future Leader. C'est les gens qu'on souhaite impacter. J'ai créé cet organisme-là avec mon ami Paul Saint-Vilien, avec une amie, Rosanne Joly. Puis notre mission, c'est de contribuer à travers le sport, les activités d'initiation, de développement, à la construction identitaire des leaders de demain. De jeunes à moins jeunes. Notre objectif, c'est de faire en sorte que des gens qui n'ont pas eu les opportunités que moi j'ai eues, de pouvoir les soutenir. Ces jeunes-là sont partout au Québec et notre mission, ça va être d'en aider le plus possible. Avec ça, avec les discussions que j'ai pu avoir, je me suis rendu compte, Dwayne, qu'est-ce que tu peux faire de manière concrète? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les prochains? Donc, j'ai pris le téléphone, puis j'ai appelé un de mes amis. Je me suis dit, si ça passe avec lui, je suis bon. L'idée, elle est bonne. Donc, j'ai appelé Kelly Hilaire. Et Kelly, j'ai une idée, la voici. Dwayne, je suis in.
we're good. Ceux qui connaissent Kelly présentement sont en train de rire. Et je n'ai appelé un autre, et un autre, et un autre. Et tout le monde m'a dit, Dwayne, on est là. Ce qu'on annonce aujourd'hui, tous ces beaux gens-là ici, tous des gens, des anciens étudiants athlètes de l'Université Laval, à travers des générations différentes, comme on peut voir par la photo très floue ici. On s'est réunis et on va offrir une bourse sur 4 ans à un étudiante athlète pour couvrir tous ses frais de scolarité. Pour moi, pour nous, ça, c'est à quoi ça peut ressembler de travailler ensemble. De savoir qu'individuellement, on n'avait pas les poches assez profondes pour faire ça. D'impacter la vie de quelqu'un pour faire en sorte que cette personne-là, au bout de son cheminement, ne parte pas à moins 15 000 dans la vie, vous le savez que c'est énorme. On s'est mis 10 ensemble pour la première bourse de Future Leaders qui se donne au Rouge et Or. Notre objectif, c'est d'en donner une deuxième. Notre objectif, c'est d'en donner une troisième, puis une quatrième, puis à travers différentes universités. Parce qu'on croit fondamentalement qu'ensemble, on peut avoir un impact positif sur les gens. On arrive à la fin. Le principe de l'égalité et l'équité. Des images peut-être que vous avez déjà vues. L'égalité, c'est un principe où est-ce que tous bénéficient du même support, peu importe leurs besoins. C'est un traitement égalitaire. Et des fois, on regarde ce qui se passe présentement, puis on se dit, hey, pourquoi plus eux que nous autres? Pourquoi que les autres sont avantagés? Eux autres sont encore à ligne de départ des fois. Il faut équilibrer. Il faut permettre aux gens de partir leur vie. Donc, on parle beaucoup d'équité dans ce temps-là. De faire en sorte que tous bénéficient du support et des accommodements selon leurs besoins. Ceci, c'est un traitement équitable. En image, on le comprend très bien. Mais la réalité, et on reprend la première diapo que j'ai placée au début, la rectrice, Mme Damour, qui nous parlait qu'on voulait une société plus équitable, plus inclusive. Puis j'ai dit, moi, je veux que ça soit équitable. Je veux que ça soit inclusif. Plus équitable, ça ressemble à droite. J'ai donné 2 boîtes. Ce que j'ai compris récemment, c'est qu'en réalité, on veut être libéré de ça. L'objectif réel, c'est de permettre l'accès sans support, sans accommodement. Parce que les iniquités qui existent, ils ont été adressées, puis ils n'existent plus. C'est ça qu'on veut. C'est pas de placer des boîtes, c'est pas de placer de l'aide. Les gens, ce qu'on souhaite tous, c'est l'égalité des chances. C'est de faire en sorte que les bâtons qui traînent, qui sont placés dans les roues, les trous qui sont creusés, les roches, que tout le monde ait son corridor de course et puisse partir en même temps, faire leur vie, réussir ce qu'ils veulent être. C'est ça qu'on veut. Donc, à chaque fois qu'on va vous parler d'équité, il faut comprendre que présentement, comment c'est construit, ça ne fonctionne pas. Il faut mettre à terre et rebâtir ensemble.
La différence, la confiance. Vous avez compris l'impact que ça a eu chez nous? Ça, c'est 2 mots-clés. Pour avancer, il faut un trousseau. Beaucoup de choses là-dedans. Beaucoup d'éléments. On ne peut pas tous les prendre en même temps. Mais ultimement, il faut prendre un petit bout de ça une fois de temps en temps. Puis de faire en sorte qu'ensemble, on arrive à faire de notre monde, de notre société, de nos environnements respectifs un meilleur monde. C'était mon parcours. Je me suis livré à vous, le mouton noir que moi je suis. Je suis différent, mais je suis comme vous. Merci de m'avoir écouté.